Bonjour à tous. Nous laissons les participants entrer petit à petit. Ravi de vous accueillir aujourd'hui donc pour ce deuxième atelier virtuel de la semaine de présentation de l'Observatoire. Nous avons publié lundi le bilan mondial de l'action climat non étatique par secteur. Il s'agit de la 4e édition. Je m'appelle Antoine Gillot, je suis coordinateur de l'Observatoire qui a réalisé ce rapport avec mes collègues Samuel Laval, Tania Martha Thomas et Marine Brunier. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un enseignement précis que nous avons tiré de l'ensemble de la publication. Nous allons parler de la place des grandes entreprises dans la transition en interrogeant si ces grandes entreprises sont en meilleure situation pour donner le tempo de la transition dans un certain nombre de secteurs. Je vais m'appuyer pour cela sur des intervenants de qualité que je remercie pour avoir accepté notre invitation. Je vous présenterai dans un instant. Pour démarrer, je vais peut-être tout simplement revenir sur le bilan mondial de l'action climat, vous expliquer ce que c'est que cette publication, ce que c'est que Climate Change également, et puis ensuite revenir sur des points d'analyse que nous avons soulevés qui permettront d'engager le débat entre nous par la suite. Permettez-moi donc de vous partager une présentation. J'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que tout est bon de ce point de vue-là? Thumbs up? Super. Je rappelle également que cette session est traduite en simultané en français et en anglais. Il vous suffit d'utiliser le petit bouton en forme de globe qui se trouve en bas de votre écran pour choisir la langue que vous préférez. Et puis, nous devons également vous informer que cette session est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver plus tard sur le site internet de Climate Change en replay. Voilà, hop, je me permets de faire un petit ajustement d'écran de mon côté. Et donc, je vais commencer à vous présenter ce fameux rapport. Donc d'abord, oula, j'espère que le bug que je vois ne vous impacte pas non plus. Je vais peut-être vous présenter donc l'organisation Climate Change dans un premier temps est une association qui a été fondée en 2015 autour de la COP21. Il s'agissait à cette époque de réunir dans une même plateforme tout ce qu'on appelle les acteurs non étatiques, c'est-à-dire des collectivités territoriales, des entreprises, des ONG, mais aussi des représentants de la société civile, afin de les faire avancer ensemble à travers des coalitions d'action et des grands événements sur leur action climat. Au cœur de cette association Climate Change se trouve l'Observatoire, qui répond à l'une des 3 missions de l'association, qui est celle de faire comprendre et analyser l'action climat qui se passe dans le monde. Pour cela, nous publions désormais depuis 4 ans un bilan mondial de l'action climat non étatique par secteur, que nous publions aux alentours de la COP chaque année, et qui permet de balayer les actions mises en œuvre par les acteurs. Ça nous paraît d'autant plus important qu'au moment où tous les regards sont tournés vers les engagements et les promesses, on a besoin d'avoir des analyses qui se fondent sur ce qui a été effectivement réalisé. Ça nous permet de retracer en fait l'effectivité de l'action climat et surtout d'identifier les facteurs de succès ou d'échec. En ce sens, l'Observatoire ne prend pas de position, ne formule pas d'opinion ni de recommandations. On essaye simplement d'inspirer l'action à partir d'exemples concrets et de créer un narratif pour comprendre comment l'action climat évolue au fil du temps. Cette publication elle est organisée autour de 6 secteurs: l'énergie, les transports, le bâtiment, l'industrie, la gestion des déchets et puis l'usage des sols. Donc, ce qui nous amène à brosser un large éventail de problématiques que représentent et illustrent les intervenants du jour. L'édition 2021 a fait peau neuve par rapport aux années précédentes. Désormais, vous pourrez trouver au sein de la publication, au sein des 6 secteurs étudiés, une organisation en rubriques. Chaque rubrique vous permettra d'avoir une clé de lecture, une approche particulière sur les sujets qui vous intéressent. Je vais vous les présenter rapidement. D'abord, il y a une infographie d'indicateurs qui vous permet, dans l'espace d'une double page, de comprendre et de balayer comment le secteur a évolué l'année passée en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'action climat de la part des acteurs. Ces indicateurs sont systématiquement sourcés et sont mis en cohérence afin de vous donner une idée concrète de quels sont les leviers qui font bouger les lignes. Ensuite, nous avons des tendances. Ce qu'on appelle des tendances, ce sont nos éléments d'analyse un peu plus complets, un peu plus développés. Il y en a 19 dans l'ensemble du bilan.
de 2 à 5 par secteur selon la densité des secteurs. Ces tendances, ce sont donc des synthèses de plus de 1000 sources au total sur l'ensemble de documents qui ont été écrits par l'équipe de l'Observatoire dont je fais partie avec mes collègues ou par des experts extérieurs que nous avons mobilisés, comme Chofwan Albala, qui nous a fait l'amitié donc de rédiger une analyse sur le secteur de l'huile de palme qu'il aura l'occasion de vous présenter aujourd'hui. Chaque tendance est structurée de la même manière. D'abord, un panorama des données qui vous permettent de balayer au niveau global l'évolution du secteur, puis une section qui s'appelle l'œil de l'observatoire et qui permet de faire un focus plus particulier sur des sujets précis que nous avons voulu traiter. Donc c'est une façon pour nous d'éditorialiser notre contenu. Les signaux, ensuite, sont une sorte de revue de presse brève qui indique les évolutions d'initiatives, de changements de réglementation ou des marchés, des transformations de marché qui, aujourd'hui, préfigurent des tendances de demain. Et enfin, vous trouverez des cas d'études, il y en a 18, 3 par secteur, qui vous permettront de rentrer plus précisément dans le cœur de l'action climat des territoires ou des projets multi-acteurs. Ces cas d'études, là encore, ont été réalisés par l'équipe de l'Observatoire ou en collaboration avec des organisations partenaires qui nous ont aidés à rentrer dans des sujets précis. C'est un document très dense, il est fait pour être lu à la carte, donc n'hésitez pas à utiliser toutes ces fonctionnalités d'interaction qui vous permettront d'orienter vos choix et vos lectures. Il existe également donc un résumé décideur qui vous permet de balayer l'ensemble des clés d'analyse transversales du rapport, plutôt que d'entrer par les secteurs. Nous avons donc tiré 10 grands enseignements sur l'ensemble de l'année qui permettent de comprendre un petit peu comment l'action climat a évolué et quelles sont selon nous les forces qui font bouger les lignes au niveau mondial. Je vais donc, sans plus attendre, rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de notre atelier virtuel du jour. Résilience, chaîne d'approvisionnement et investissement. Est-ce que les grandes entreprises sont en situation de donner le tempo de la transition? Pour cela, je vais m'appuyer sur quelques grands enseignements du rapport et puis également abreuver de quelques exemples tirés de nos différentes analyses. Un premier enseignement important de notre côté, c'est d'abord l'observation que la demande de biens et de services bas carbone qui a augmenté dans certains secteurs cette année. On a vu un boom sur les énergies renouvelables, sur la mobilité électrique également, mais aussi des investissements importants dans des technologies de rupture sur des secteurs qui ont du mal à se décarboner. Ces technologies de rupture, c'est l'hydrogène, c'est la capture du carbone. L'ensemble de cette demande en biens et en services bas carbone parfois dépasse la capacité d'adaptation de l'économie mondialisée, comme on a pu le voir donc, cette année à travers des disruptions des chaînes d'approvisionnement. On a eu tout d'abord une forte diminution de la demande d'échange de biens commerciaux à l'échelle internationale de l'ordre de 36% en 2020, avant de connaître un rebond qui se traduit notamment à travers les échanges maritimes en 2021. C'est précisément ce rebond de la demande, non seulement pour les besoins de la transition, mais également en biens de consommation, qui a généré un tas de tensions sur des secteurs qui sont stratégiques à la transition. Par exemple, on a vu que pour les technologies bas carbone, il y a eu une énorme inflation sur un certain nombre de métaux stratégiques et critiques, comme le lithium, le cobalt, le nickel. On peut parler aussi d'aluminium, de cuivre, avec même des pénuries en vue sur certains secteurs. Le bois de construction a également connu de grandes difficultés, alors que c'est un élément essentiel pour la construction des bâtiments dans plusieurs pays. Les bicyclettes, les vélos aussi ont connu un très très fort succès à la faveur des confinements, avec beaucoup d'investissements dans les pistes cyclables de la part des villes et des régions, qui a généré une hausse de la demande et de l'utilisation de vélos. Et on a vu que la concentration de en certains points de la chaîne de production sur quelques entreprises ont généré des délais très importants. C'est le cas par exemple de Shimano, qui est un acteur dominant du marché des pignons, des cassettes et des freins sur les vélos, qui occupe à peu près 65% du marché et qui a généré des délais de livraison énormes qui ont ralenti donc l'approvisionnement pour les vélos qui sont si importants pour la mobilité douce dans les milieux urbains. Enfin, on a pu voir aussi cet automne que les crises énergétiques connues en Europe, en Chine ou en Inde ont posé des difficultés sur l'approvisionnement en charbon, mais également la compétition internationale autour de l'accès au gaz, qui ont généré donc des tensions.
Quelques graphiques pour illustrer cela. Ici, vous pouvez voir l'évolution de l'indice des prix de ces fameux métaux et minerais essentiels à la transition. Entre juin 2020 et septembre 2021, on a connu des hausses exponentielles sur certains minerais, y compris le lithium, dont on parle énormément ces derniers temps. Ce sont des minerais qui sont notamment essentiels aux batteries électriques. Or, on a vu que le marché de la mobilité électrique avait fortement accéléré dans certains pays, notamment en Chine et en Europe. Aujourd'hui, c'est un véhicule sur 10 en Europe qui est électrique, avec également des montées en gamme qui demandent de plus en plus de volume de métaux pour produire ces batteries essentielles à la mobilité décarbonée. On a pu voir également donc, une forte demande de semi-conducteurs. Ça, c'est une tendance structurelle depuis une vingtaine d'années. Cette demande de semi-conducteurs, elle se heurte là aussi à une concentration des producteurs et des transformateurs dans une poignée de pays, notamment Taïwan. Ça qui a pu générer donc un certain nombre de tensions pour l'approvisionnement de ces produits semi-finis, essentiels à toute l'industrie du numérique et à la digitalisation de tous les services en cours, notamment dans l'Union européenne. Je rappelle que la transition numérique est couplée à la transition verte au sein du Green Deal européen. Donc, cette demande de biens et de services, elle a connu une hausse structurelle à la faveur des plans de transition et de l'accélération de la transition des acteurs publics et privés, mais elle a dû aussi se heurter aux disruptions sur les chaînes d'approvisionnement logistiques, et je pense notamment donc au transport par porte-conteneurs. On a vu que le rebond et la reprise de la demande s'étaient heurtés au niveau mondial à une désorganisation de la distribution des porte-conteneurs à l'échelle internationale, qui ont généré notamment une augmentation des taux de fret. Les taux de fret, c'est le prix payé pour pouvoir faire livrer et transporter ces marchandises dans des conteneurs. Ce graphique date un peu, il s'arrête en juillet 2021. Les taux de fret ont augmenté dans des proportions très significatives, plus de 250% entre juillet 2020 et juillet 2021 à l'échelle internationale, mais jusqu'à 800% sur certaines routes commerciales, notamment entre l'Asie du Sud et l'Europe du Nord. Donc tout ça a généré des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, avec derrière également des pays qui s'organisent pour essayer de trouver des alternatives terrestres aux voies maritimes, notamment sous l'impulsion de la Belt and Road Initiative de la Chine, qui est à l'origine de la construction des 2/3 des voies ferroviaires à grande vitesse dans le monde depuis 10 ans, qui a également doublé sa consommation de fret ferroviaire sur sur le début du 21e siècle. La Chine a investi énormément dans des capacités de fret et de transfert de marchandises à travers l'Europe, l'Asie centrale, mais aussi l'Afrique ces dernières années, avec néanmoins un pic qui a été atteint, quelques projets qui ont des difficultés à se faire financer, mais aussi énormément de nouveaux contrats qui ont été signés avec des pays, notamment en Afrique. Et on a vu également en Europe, le commerce ferroviaire entre la Chine et l'Europe a augmenté de 7 fois entre 2021, début 2021 et début 2020. Ça veut dire que la Chine, à travers ce projet de Belt and Road Initiative, a aussi soutenu les chaînes d'approvisionnement mondiales pour des biens stratégiques comme les masques ou les médicaments au moment où il y en avait besoin, mais également pour le rebond de la consommation au tout début de l'année et à la fin de l'année 2020. Dans ce contexte de tension sur les chaînes d'approvisionnement, on voit que les entreprises sont aussi soumises à un certain nombre de contraintes qui les amènent à adopter la neutralité carbone comme boussole de leur action climat. De plus en plus d'entreprises se saisissent de cet objectif qui a été fixé par le GIEC pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris à l'horizon de la moitié du siècle. On a surtout vu, et c'est un point qu'on a souhaité soulever en particulier dans le rapport, des entreprises historiques de secteur de l'énergie et des carburants fossiles s'engager à la neutralité carbone. On a vu les entreprises, les majors pétrolières notamment prendre ce genre d'objectifs à l'horizon 2050, mais aussi déployer des plans d'action très concrets pour faire évoluer leur business model vers les biens et les services bas carbone que l'on va détailler dans un instant. Les compagnies minières aussi ont pris conscience de leur rôle stratégique sur ces nouveaux marchés. C'est elles qui fournissent les métaux qui sont nécessaires à un certain nombre de transitions, et notamment l'adoption internationale des batteries pour la mobilité ou pour le stockage. On a vu les grandes entreprises minières déployer également des plans d'action très concrets
pour intégrer ces nouveaux marchés. On aura l'occasion d'en reparler avec le World Benchmarking Institute. Il n'y a pas un secteur qui échappe à cette nouvelle tendance à la neutralité carbone. Ceux qui étaient à la COP ont pu aussi le remarquer, que ce soit les constructeurs automobiles, les fournisseurs d'électricité, ou même les anciennes de grande distribution. Tout le monde aujourd'hui essaye de prendre comme boussole de leur action climat cet objectif universel. Alors, comment est-ce que ça se concrétise? Dans un certain nombre de secteurs, on rencontre des difficultés en fait, à faire basculer les activités. L'aviation internationale est un exemple très important puisque c'est l'un des secteurs qui avait très tôt, dès 2016, mis en place un marché international d'échange de quotas d'émissions pour l'aviation internationale. L'aviation internationale n'étant pas comprise dans l'accord de Paris, pourtant, les disruptions d'activité connues en 2020 ont donc décalé la mise en œuvre effective de ce mécanisme de compensation des émissions, dont la phase pilote devait démarrer en 2021. Les engagements de neutralité carbone des compagnies aériennes s'en trouvent donc fragilisés. Si on continue sur le transport international, on a également vu que le transport maritime était depuis 2016 soumis à un certain nombre de nouvelles normes sur la pollution atmosphérique, notamment au soufre, mais également sur ses émissions de gaz à effet de serre. C'est un secteur qui a, depuis quelques années, découplé la croissance du trafic maritime international, de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. On a vu l'intensité carbone du transport maritime diminuer ces dernières années. Et puis, tout comme pour l'aviation internationale, mais aussi un certain nombre de secteurs de l'industrie lourde, on pense à l'acier, on pense au ciment, on pense également à la chimie, ce sont des secteurs qui atteignent très vite leurs limites thermodynamiques ou techniques en termes de décarbonation, et donc qui explorent de nouvelles voies, notamment ce qu'on appelle ces fameuses technologies de rupture, l'hydrogène, l'ammoniac, le gaz naturel liquéfié, ou même l'utilisation de scrubbers, on aura l'occasion d'en reparler, sur le fret maritime en particulier. Donc ça, ce sont des industries qui ont un rôle essentiel dans le transport international, que ce soit de passagers ou de biens de consommation. Donc la décarbonation de ces vecteurs de mobilité des marchandises sont essentiels pour la neutralité carbone du commerce international. Ça amène donc à s'interroger sur la question du scope 3. C'est l'angle d'analyse qu'ont pris un certain nombre d'industries, que ce soit les compagnies pétrolières qui comprennent 80%, dont 80% des émissions sont concentrées sur un scope 3. On a vu des entreprises comme Shell, par exemple, parler de Clean Power as a Service au centre de leur stratégie de croissance. Ça nous amène à dire que ce genre d'entreprises sont en train de prendre conscience du rôle qu'elles ont à jouer à la fois pour décarboner leur propre centre d'activité sur leur périmètre d'émission, mais également pour aider leurs clients à décarboner leurs activités. Shell, comme toutes les autres compagnies pétrolières européennes, se sont engagées donc dans l'hydrogène, la capture du carbone, les bornes de recharge de voitures électriques, mais également la production renouvelable, afin de décarboner les usages qui se trouvent en amont, en aval, de leur filière. Les compagnies minières font exactement la même chose. On a vu Rio Tinto, c'est mal écrit, engager un certain nombre de partenariats avec des entreprises que je décrivais, issues de secteurs qui ont du mal à se décarboner, notamment issues de l'industrie lourde. L'Aciérie en fait partie. Le fait que des compagnies minières qui se trouvent en aval des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur se soucient de comment est-ce qu'elles peuvent aider les entreprises en amont à se décarboner, est un signe donc d'une prise de conscience de ces entreprises-là, de la manière dont elles peuvent changer leur business model au sein d'un environnement économique beaucoup plus complexe. On a vu également, on aura l'occasion d'y revenir, que les politiques européennes contre la déforestation importée avaient pu pousser un certain nombre d'évolutions dans le secteur de l'huile de palme, notamment en poussant une sorte de culture normative. Ça veut dire que le client en aval de la chaîne d'approvisionnement a un pouvoir aussi d'influence sur le producteur en amont. Et c'est ce que Chofwan a essayé de décrire au sein à l'intérieur de la tendance qu'il a rédigée lors du bilan. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Comment est-ce que ces entreprises rentrent sur ces marchés bas carbone? Elles le font d'une manière qui pousse à la concentration et à l'intégration verticale des marchés.
les fusions-acquisitions sont un véhicule préférentiel des grandes entreprises qui nous amène à penser que les marchés bas carbone de demain vont être de plus en plus concentrés dans les mains d'une poignée d'entreprises qui disposent aujourd'hui de capacités d'investissement importantes. C'est le cas donc des compagnies pétrolières auxquelles on a dédié toute une analyse au sein du bilan, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. On a vu par exemple que les compagnies pétrolières faisaient très peu d'investissements organiques dans les marchés bas carbone. Elles avaient plutôt recours à la fusion avec d'autres entreprises, des petites startups émergentes sur des marchés comme la production de batteries ou les bornes de recharge de véhicules électriques. Et elles acquièrent aussi également des actifs dans des projets existants pour prendre des participations et diluer leurs activités sur des marchés bas carbone. Cette concentration, elle prend aussi la forme d'une intégration verticale avec, je l'ai décrit d'ores et déjà, le rapprochement d'entreprises en amont et en aval des filières. On a pris l'exemple ici de Stellantis, qui est donc un groupe automobile, et Foxconn, qui est une entreprise qui traditionnellement est connue pour produire les iPhones d'Apple à Shenzhen en Chine. Ces deux entreprises-là, donc une entreprise d'électronique et une entreprise du secteur automobile, ont décidé de créer un joint venture pour pouvoir sécuriser leurs approvisionnements dans produits semi-finis et à l'inverse, pour Foxconn, sécuriser des débouchés dans des entreprises de pointe et donc remonter les filières industrielles pour faire de meilleures valeurs ajoutées. Tesla et Trafigura ou BHP, c'est-à-dire des compagnies minières, sont un autre exemple de sécurisation des approvisionnements par un rapprochement et une intégration verticale des filières. Les Power Purchase Agreements, qui sont des contrats d'approvisionnement à long terme en électricité renouvelable, jouent un rôle de plus en plus important également dans le développement du marché d'électricité bas carbone. Aujourd'hui, c'est 10% des nouvelles capacités d'électricité bas carbone qui sont produites par ces contrats. Or, on voit que ce type d'outil est surtout utilisé par de grandes villes comme Melbourne, comme Londres également, ou bien des grosses entreprises. On a vu les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, être très friands de ce genre d'outils pour pouvoir derrière revendiquer le fait de s'approvisionner en électricité renouvelable. Ça signifie que ce sont elles qui ont aujourd'hui les moyens, par leur capacité d'investissement, de pousser la production d'énergie renouvelable sur leur territoire ou bien à distance via des contrats virtuels. Tout cela amène en fait à un raccourcissement général des chaînes de valeur qu'on a pu observer, et ce sera mon dernier mot, dans un secteur particulier qui est celui notamment donc, de la fabrication des batteries. C'est l'un des points qu'on a souligné dans le rapport et qu'on a essayé de mettre en avant à la COP avec la Nations. C'est l'idée que l'idéal de coopération et de collaboration universelle porté par les grandes institutions internationales sur le climat aujourd'hui cède le pas petit à petit à un monde globalisé qui entre de plus en plus en compétition pour l'accès aux ressources stratégiques. Et donc le secteur des batteries est très important de ce point de vue-là. L'Union européenne a mis en place un certain nombre d'initiatives qui permettent de régionaliser les filières industrielles, de également reposer la question de l'approvisionnement dans les matières premières, mais aussi de comment est-ce qu'on parvient à développer et à soutenir des industries de pointe sur des produits finis à haute valeur ajoutée. Les États-Unis se sont lancés cette année exactement dans le même processus. Et puis, de façon un peu plus étonnante et remarquable, on a aussi observé que des pays qui disposaient de beaucoup de ressources de matières premières, et notamment donc de minerais pour ce qui concerne les batteries, se lançaient dans des stratégies similaires. L'Indonésie, par exemple, met en œuvre une stratégie de substitution des importations par l'exportation de produits à haute valeur ajoutée grâce à une stratégie d'industrialisation. Non contente d'avoir des réserves de nickel très importantes, elle veut désormais intégrer les phases de production de batteries, voire également de production des véhicules électriques. La Bolivie avec le lithium, le Québec, la République démocratique du Congo se sont également lancés dans des stratégies similaires visant à tirer profit de leur accès aux matières premières pour pouvoir intégrer des industries de pointe nécessaires à la transition bas carbone. Donc avec ce panorama un peu général et incomplet, bien évidemment, l'idée aussi là est de brosser dans les grandes lignes ce que vous pourrez lire plus en détail au sein du rapport. J'aimerais désormais donc me tourner vers les panélistes qui nous ont fait donc l'amitié de répondre à notre invitation pour discuter de ces questions-là sur les grandes entreprises spécifiquement. J'ai nommé donc Claire Martin, qui est directrice
RSE de CMA-CGM, Shofwan Albana Chwaruzad, qui est assistant professeur à l'Université d'Indonésie, Jeanne Tusko, qui est directrice de la stratégie et du pôle sourcing de transition DD, et Shalok Yugman, qui travaille à la World Benchmarking Alliance sur les sujets du climat et de l'énergie. Je vais me tourner dans un tout premier temps, et je vais cesser de vous partager mon écran, vers Shofwan. Shofwan, on n'a pas beaucoup parlé là de l'huile de palme parce que je voulais justement qu'on garde ce sujet pour notre débat. Tu as écrit donc une tendance sur le sujet à l'intérieur du bilan. On s'est interrogé en fait sur le sujet de l'huile de palme à partir d'un constat, c'est que on voyait de plus en plus en Europe d'acteurs industriels revendiquer un approvisionnement durable pour leur huile de palme, à rebours en fait de la perception que pouvaient avoir les consommateurs de cette culture, avec notamment des stratégies de communication très actives de la part des producteurs indonésiens et malaisiens pour dire nous avons fait bouger nos pratiques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé en Indonésie et en Malaisie, qui concentrent une grande partie, la majeure partie en fait de la production mondiale d'huile de palme? Comment est-ce que les acteurs privés ont réagi en fait à l'évolution des normes de la part des gouvernements indonésiens et malaisiens, de la part des marchés européens, et comment est-ce qu'ils se sont accommodés donc à cette situation? Oui, merci beaucoup, Antoine, pour la question. L'huile de palme est un secteur important en Indonésie, en Malaisie. C'est aussi important en termes des discussions au niveau du changement climatique. L'huile de palme, qui vient surtout de l'Indonésie et de la Malaisie, ce sont les deux pays qui fournissent plus de 84% de l'huile de palme dans le monde. Si nous regardons au niveau des données mondiales, l'huile de palme, c'est ce qui est le plus consommé. On la trouve dans presque toutes les productions, les produits qu'on utilise tous les jours, le chocolat, dans les snacks, dans les chips, dans les shampoings et d'autres produits de commodité. On l'utilise aussi dans le biofuel. En Indonésie, parce que l'huile de palme, donc, qui pousse dans les zones tropicales, il y a une grande biodiversité dans ces régions, comme les forêts tropicales. Bien sûr, c'est un secteur assez controversé. Lorsque les demandes d'huile de palme augmentent, dans les années 2000, il y a une forte augmentation. Nous avons vu une expansion des plantations d'huile de palme, en particulier en Indonésie. Après la réforme qui a eu lieu en 1998 et qui a concerné principalement les acteurs de l'environnement ainsi que l'impact social de cette expansion. Et nous avons vu donc une expansion rapide de ces plantations d'huile de palme avec une croissance aussi et une accélération de la déforestation, justement, ou une perte importante en Indonésie des forêts. Et à cause de cela, beaucoup d'acteurs, de parties prenantes, d'ONG internationales ont voulu avertir sur ce danger et avertir les entreprises, les industries sur la manière de faire les choses et de changer justement cette manière de faire les choses. Et à cause de cela, il y a eu une croissance dans la sensibilisation au niveau de la chaîne d'approvisionnement.
dans le Nord, que ce soit en Europe, aux États-Unis, où la sensibilisation à l'environnement a mesuré donc l'impact de l'industrie de l'huile de palme. Il y a eu une pression donc importante sur ces pays, sur nos pays, pour mettre la pression sur les producteurs justement d'huile de palme. Et ce que nous avons remarqué alors, qu'il y a eu comme une émergence de normes internationales autour de l'huile de palme, de la production d'huile de palme. Donc, comment est-ce que ces entreprises, ces compagnies ont-elles répondu à ces nouveaux développements? Je pense que c'est important de remarquer deux choses. Premièrement, on n'a pas vu ces compagnies comme étant uniformes. On ne peut pas les voir comme une seule entité, évidemment. Il faut bien comprendre qu'il y a différentes compagnies, différentes entreprises qui ont différentes réactions suite à cette situation. Concernant donc les normes de développement durable, certaines entreprises ont réagi de manière plus positive, tandis que d'autres ont résisté. Mais dans l'ensemble, on a vu, en tout cas au début, qu'il y avait un manque de confiance vis-à-vis des certifications qui venaient justement du nord, de l'hémisphère nord, qui venaient de l'extérieur de la Malaisie, de l'extérieur de l'Indonésie, notamment par des acteurs en Europe, le WWF, et qui donc ont forcé les compagnies indonésiennes et l'association de l'huile de palme d'Indonésie, et qui étaient assez sceptiques par rapport à tout cela. Et la première réaction, bien sûr, c'était d'être très sceptique vis-à-vis de cela. Et l'idée, c'est souvent que l'Union européenne est souvent considérée comme, bien sûr, aussi l'un des grands producteurs de l'huile de colza. Donc, c'est un peu comme une compétition vis-à-vis de l'huile de palme. Il y a effectivement une compétition avec l'huile de palme et l'huile de colza. Et à cause de cette raison, beaucoup de producteurs, beaucoup d'entreprises, au départ, étaient très sceptiques. Mais par la suite, si on regarde par exemple les données maintenant, nous voyons que le nombre d'huiles de palme ou de régions d'huile de palme qui ont été certifiées, finalement, on les trouve plutôt en Indonésie. Et c'est assez petit comparé à la taille des plantations d'huile de palme en Indonésie. On voit un nombre croissant de compagnies qui suivent ces certifications. Le RSPO a été désigné comme un acteur multiple, comme un forum pour multiples acteurs. Ça a été contesté de manière continue. Qui demandent des normes beaucoup plus strictes. Pourquoi est-ce que les entreprises, notamment les entreprises qui font la production, donc les producteurs, voulaient des normes qui soient beaucoup plus flexibles, qui ne soient pas aussi strictes, justement. Bien sûr, parce que cela générerait des coûts beaucoup plus élevés.
et que ces coûts seraient payés par eux, justement, pas par les membres. Ceux qui doivent payer justement pour le coût de ces normes très strictes ne sont en fait au final que les producteurs. Donc, au sein de NSPO, il y a effectivement une concurrence entre ceux qui demandent des normes beaucoup plus strictes et ceux qui demandent plus de flexibilité, des normes beaucoup moins strictes. Et de créer ainsi des normes au sein du RCPO. Et alors, ce que nous avons remarqué en 2013 notamment, donc l'association pour l'initiative de l'huile de palme a déclaré, donc a révoqué en fait son état de membre et est sorti de cette association RSPO. Et cela est connecté en lien avec les efforts de cette association pour soutenir cette initiative du gouvernement indonésien d'avoir justement ses propres normes. Donc, ASPO est devenu a d'un côté donc des normes de développement durable et est très inspiré. Beaucoup de ces éléments sont tirés du RSPO, mais en même temps, c'est quelque chose pour résister. En même temps, ça permet de résister parce que ça apporte une plus grande flexibilité pour les entreprises d'émissions. Je pense qu'on reviendra à cette question un peu plus tard. Jeanne est ici avec nous et elle travaille également sur de l'autre côté de la chaîne d'approvisionnement. Je crois que ce serait tout à fait intéressant de pouvoir comparer vos réflexions. On l'a bien compris avec Transition, donc vous êtes Transition DD, vous êtes un cabinet de conseil stratégique qui travaille auprès des entreprises, toi, sur leur stratégie de transition. Toi en particulier, tu es au pôle sourcing, donc tu t'intéresses à comment les entreprises s'approvisionnent dans leurs matières premières, quelles qu'elles soient. Sur cette question spécifique de l'huile de palme, mais plus largement sur l'agroalimentaire, c'est quoi les leviers dont disposent les entreprises pour améliorer la certification? On l'a vu là avec Sofan, le côté de la production, avec le RSPO. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est une entreprise européenne pour être certain d'où vient notre approvisionnement? Alors oui, il y a plein de moyens de vérifier d'où vient l'approvisionnement. Le premier, bien évidemment, c'est celui déjà de connaître l'origine de la matière première, donc de savoir quelles sont les sources. Donc pour ça, il faut mettre en place des démarches de traçabilité qui sont des choses qui peuvent être assez complexes à mettre en place sur des filières qui sont très longues, comme par exemple, pour revenir sur le sujet de l'huile de palme, la question des dérivés, ou parfois entre un acteur de la cosmétique comme L'Oréal, par exemple, qui va utiliser des matières premières comme la cocobétaïne qui contiennent une petite proportion d'huile de palme. Entre eux et le terrain, il peut y avoir parfois 10 intermédiaires avec des processus chimiques de transformation complexes. Donc, l'enjeu, c'est déjà d'essayer de mettre en place cette transparence et traçabilité de la filière pour pouvoir ensuite identifier donc l'origine et derrière pouvoir mesurer les risques qui sont liés en fait aux approvisionnements, donc qui peuvent être des risques à la fois environnementaux. Donc là, on a parlé de la déforestation, donc du risque en fait de conversion d'écosystèmes à haute teneur en carbone, et pour refaire le lien aussi avec l'enjeu de la décarbonation des chaînes d'approvisionnement, c'est quand même l'un des enjeux clés aujourd'hui d'un certain nombre de filières
filières comme par exemple donc d'agrocommodités, comme par exemple le soja, l'huile de palme, mais également le bois, la pâte à papier ou encore le cacao. Mais c'est aussi des enjeux qu'on retrouve dans d'autres industries qui travaillent notamment sur la base de l'exploitation des ressources minières et fossiles, telles que vous en avez parlé tout à l'heure, l'aluminium avec la bauxite ou encore le nickel. Donc là, voilà, pour les entreprises, en fait, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, une fois qu'on a cette transparence, identifier les risques qui sont liés, donc environnementaux, mais également sociaux, et les risques de marché, bien sûr, et je pense qu'on reviendra sur ce sujet après, pouvoir monitorer les cas de grievances qu'ils identifient sur ces chaînes de manière beaucoup plus proactive en mettant en place des outils, par exemple avec du monitoring satellite des impacts, mais également en essayant d'engager vraiment leurs fournisseurs pour trouver des solutions opérationnelles. Et nous, on recommande notamment en fait, aux acteurs de ces chaînes de vraiment travailler main dans la main avec leurs fournisseurs avant d'aller vers des politiques de désengagement qui vont générer en fait, un report de la pression sur d'autres acteurs ou d'autres écosystèmes. Donc, on considère que ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais également, et là on peut revenir à des solutions comme la certification qui font partie des solutions mais qui ne sont pas la seule, essayer de créer, en fait, de générer une demande réelle pour des matières premières plus responsables afin de réellement créer une dynamique de marché. Voilà. Et un autre levier également qu'on voit apparaître, c'est de mettre en place des démarches territoriales qui visent à déployer là vraiment sur le terrain, donc pas juste au niveau des intermédiaires de la chaîne, mais sur le terrain, des actions à l'échelle de plusieurs filières de manière coordonnée dans des territoires où ça fait sens. Et je vais vraiment insister sur ce point parce qu'un des gros enjeux que nous, on a identifié, c'est d'arriver à débloquer voilà, des financements pour mettre en œuvre des actions de préservation des dernières poches de forêts primaires, mais également des actions de réhabilitation de zones dégradées, comme par exemple les tourbières, qui sont un puits de carbone, dans des endroits où ça fait sens. Et pour cela, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de mettre en place un cadre plus rigoureux sur tout ce qui est mécanisme de calcul d'empreintes, de compensation des émissions, comme par exemple les démarches de offsetting, insetting, qui sont des démarches qui restent très coûteuses, qui sont mal encadrées, mal utilisées parfois et qui ne délivrent pas toujours de l'impact. Voilà. Donc, pour nous, ça, c'est l'un des enjeux principaux. Après, l'autre enjeu aujourd'hui qu'on a identifié, c'est d'arriver à accompagner les producteurs dans la transition vers une agriculture dite de régénération, qui préserve les sols et le vivant afin vraiment de reconstituer la matière organique et de restaurer les sols dégradés pour améliorer, entre autres, la capacité de stockage de carbone. Et donc là, c'est vraiment au niveau des entreprises, mais également des acteurs de la société civile, du monde scientifique. C'est leur mission aujourd'hui de rentrer dans un dialogue beaucoup plus ouvert avec les producteurs sur le terrain pour les remettre au sens de l'écosystème, au centre de l'écosystème agricole et de définir avec eux les principes de cette agriculture, comment ces principes peuvent s'appliquer en fonction des différentes filières et des différents contextes également locaux de la production, et en prenant, et ça c'est vraiment important, en prenant en compte les contraintes que cela implique pour les producteurs, pour identifier avec eux et les soutenir vraiment dans la mise en place de solutions comme la formation, l'accès au financement, ce qui leur permettra de garantir de meilleurs revenus et une meilleure résilience également de l'exploitation. Et donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que nous, on fait avec certains acteurs comme Danone qui ont pris des engagements à 2030 pour la mise en place de l'agriculture régénératrice sur un certain nombre de filières, dont les filières fruits, à l'échelle mondiale, avec des projets très, très ambitieux. Un troisième enjeu peut-être également qu'on a identifié en fait au niveau de ces chaînes, c'est vraiment celui de privilégier, lorsque c'est possible, la recherche d'origine circulaire pour les ingrédients.
qui sont utilisés, donc à la fois au niveau des ingrédients, mais également au niveau des processus de transformation de ces ingrédients, en vue de vraiment limiter la consommation des ressources vierges et de réduire les émissions et les intrants qui sont liés au processus autant que tel. Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant puisqu'en fait, il est assez nouveau. On ne le voyait pas vraiment, nous, apparaître ces dernières années au niveau vraiment du sourcing. Les entreprises, en fait, le mettaient déjà en place, on va dire, les principes de l'éco-conception plutôt au niveau des produits finis et du packaging. Mais de plus en plus, on voit ces questions-là se développer au niveau des filières, comme par exemple les métaux, les minerais, les plastiques, mais aussi les filières végétales et agricoles, où là, en fait, on se focalise plus juste sur les produits finis et le packaging, mais sur les ingrédients qui les composent. Et les entreprises recherchent, au travers de la circularité des ingrédients, à générer des gains carbone au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, ce sont des choses qui passent vraiment par un renouveau des procédés de recherche-innovation au sein des chaînes, en co-construction avec les fournisseurs et qui doivent être bien sûr accompagnés d'un progrès technologique pour permettre à ces innovations-là de se réaliser. Voilà, bon, j'avais d'autres points, mais je pense qu'on reviendra dessus, notamment la résilience des chaînes logistiques, qui est un point clé. Mais, C'est voilà. ça, on va revenir sur le contexte aussi de l'an passé qui va nous permettre d'interroger et tester la résilience des chaînes d'approvisionnement dans le contexte aussi spécifique du Covid et voir comment est-ce que les entreprises peuvent prendre cette nouvelle donne en compte. Mais du coup, tu as abordé aussi la question de l'évaluation, de la mesure. Comment est-ce qu'on mesure l'impact en fait, de ces initiatives? Ça m'amène à passer la parole à Charlotte Huckman de la World Benchmarking Alliance. Charlotte, la World Benchmarking Alliance est une organisation qui produit beaucoup d'études justement pour évaluer l'impact et surtout l'ambition des stratégies des entreprises de différents secteurs engagées sur la neutralité carbone. Ma question, alors, vous procédez notamment en vous appuyant sur les méthodologies de ACT, initiative, qui a été développée par l'ADEME et le CDP. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis, surtout, qu'est-ce que tu vois, toi, dans les secteurs que vous avez étudiés avec le World Benchmarking Alliance? Vous avez étudié le secteur automobile, les fournisseurs d'électricité, également les compagnies pétrolières et gazières. Est-ce que les plans de transition de ces grandes entreprises sont à la hauteur des objectifs qu'on leur assigne? Et comment est-ce qu'elles prennent en compte justement cette notion plus globale de l'approvisionnement et en fait, finalement du scope 3? Thanks so much and great question. Merci beaucoup pour la question. Je vais donc répondre en expliquant ce que nous faisons à nos participants. ACT, donc, je l'ai mis dans le chat. C'est un lien, c'est-à-dire analyser, évaluer la transition énergétique. C'est vraiment l'approche ou la vue d'ensemble holistique, comment cela peut changer nos actions pour nous aligner aux accords de Paris. Alors, si vous regardez sur notre site, vous verrez donc un aperçu d'ensemble, en quoi cela se complète aux études pour les entreprises, pour les cibles qui ont été établies, et ACT donc demande comment est-ce que vous allez donc accomplir ces cibles avec toute une série de questions quantitatives et qualitatives, comment est-ce que vous allez réduire les émissions, comment vous l'avez fait dans le passé, au présent et à l'avenir, que comptez-vous faire? Et quelle est la qualité de cette transition bas carbone avec donc les comités de direction par rapport à cette compagnie, par exemple? Est-ce qu'il y a des équipes expertes? Est-ce que c'est au niveau de la direction? Quel est le scénario? Quelles sont vos intentions? Donc, c'est vraiment un questionnaire vraiment pour les entreprises pour accomplir cet engagement de neutralité carbone et vraiment pour essayer d'aller un peu plus en détail au-delà de la surface. Vous avez parlé des 3 secteurs en tant qu'alliance par rapport à ce que nous faisons.
avec ADEME et CDP. Donc, nous regardons le secteur automobile, les secteurs d'électricité et le secteur du gaz. Pour les trois secteurs, et donc il y a une partie dans cette méthodologie qui parle notamment de l'engagement des fournisseurs. C'est important, effectivement, en particulier vraiment plutôt sur le gaz et l'automobile. Ce sont les deux secteurs principaux sur lesquels nous nous appuyons, et dans tout ce que nous avons trouvé, l'objectif c'est d'avoir des évaluations dans tout ce que nous faisons. Nous parlons de changer les facteurs dans le système pour les entreprises, mais aussi pour toutes les parties prenantes. Nous avons fait ces benchmarks, donc ces références en forme de cycle. Si vous voyez le deuxième lien sur notre chat, vous voyez en particulier donc le secteur de l'automobile. Vous verrez les résultats. Nous avons fait un benchmark en 2019. Nous avons donc évalué les entreprises sur la base des résultats de cet acte. On a également analysé en 2020 les résultats, et la semaine dernière, nous avons publié les résultats de 2021. Donc, le benchmark peut montrer année après année les progrès qui ont été faits par les entreprises dans ces secteurs particuliers. Alors, regardons les résultats des trois secteurs. Pour les trois, c'est vraiment le secteur des utilités qui a le mieux performé. Ça, c'est vraiment deux leaders en particulier. La compagnie d'énergie danoise, et une autre compagnie en Écosse. Nous avons aussi de bonnes pratiques de compagnies d'entreprises françaises. Pour ce qui est de l'automobile, nous avons vu quelques progrès dans certains domaines. D'autres choses ont besoin d'être améliorées. Tesla, qui était à moitié, à mi-chemin en 2019, maintenant a beaucoup progressé en 2021. Beaucoup plus transparent, notamment sur la question de la gestion, le plan de transition et sur la gestion des émissions. Pour ce qui est du pétrole et du gaz, bien sûr, c'est les secteurs qui ont le moins bien performé. On peut le voir également dans nos résultats en ligne et dans notre rapport. Selon l'évaluation, donc le rapport de gaz et de pétrole, nous avons aussi quelques préoccupations dans ce que nous avons trouvé comme résultat. Effectivement, pour ce qui est du module sur les engagements dans le domaine du pétrole et du gaz, nous avons donc un regard sur ces multinationales pour voir si elles s'engagent vraiment sur les programmes de la chaîne d'approvisionnement des CDP selon les demandes. Ils doivent également divulguer leurs résultats et également publier leurs émissions. Nous regardons également leurs autres engagements, par exemple leurs pratiques, leurs politiques, comment vraiment encourager cette transition bas carbone dans la chaîne d'approvisionnement et quelles sont les attentes. Est-ce que ces attentes sont posées sur des entreprises qui ont des contrats? Nous savons que beaucoup de multinationales ont effectivement des influences ou une influence sur les autres entreprises. Nous savons également, je crois que c'est 90% des entreprises dans le monde qui sont désignées comme étant des PME. Et donc, nous voulons aussi nous rapprocher de celles-ci, en plus des multinationales. Pour ce qui est du plan de transition, nous pouvons mentionner que ACT est une initiative qui s'est développée suite à la COP 21, suite aux accords de Paris. Et nous voyons maintenant, quelques années plus tard, qu'il y a une réelle demande pour avoir une transition de qualité dans toutes les parties du mouvement. On voit
On voit différentes parties qui demandent vraiment des rapports de qualité suite à cette initiative. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Merci beaucoup, Charlotte. Et maintenant, je vais repasser au français. Claire Martin de prendre la parole. Claire Martin, vous êtes directrice RSE de CMA-CGM. C'est une entreprise très connue. Vous êtes une des plus grandes compagnies de porte-conteneurs au monde. Et donc, vous vous trouvez à ce titre un petit peu à la croisée des chemins sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en tant que transporteur, et on l'a expliqué tout à l'heure, vous êtes soumis à un certain nombre d'obligations environnementales, notamment dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Vous avez pris vous-même des engagements CMA-CGM de neutralité carbone, mais en tant aussi qu'entreprise de logistique, vous avez un rôle à jouer dans la décarbonation des chaînes de logistique internationale et de ces fameuses chaînes d'approvisionnement dont on parle depuis tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous y prenez à CMA-CGM ? Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation d'abord. CMA-CGM, en 2 mots, c'est le troisième, donc un des leaders mondiaux du transport maritime de containers. On ne fait pas de vraquier, de méthanier ou autre. Donc transport de containers, logistique également, avec des entrepôts et toute la chaîne logistique après les containers. Ça peut être, donc on a une logistique multimodale. On peut faire du train, de la barge sur fleuve, des camions, etc. On fait toute la chaîne logistique et on a également une filiale de transport aérien. Voilà. Alors, en effet, comme vous l'avez dit, le PDG de CMA-CGM s'est engagé l'année dernière à la neutralité carbone en 2050. Et cette année, on a un peu renforcer l'engagement en disant on doit pouvoir être net zéro en 2050. Et d'ailleurs, on a pris cet engagement peu de temps avant la COP26 où nous étions présents pour échanger avec le reste du secteur du transport maritime qui était d'ailleurs pour la première fois présent à Glasgow avec une forte activité autour des océans. Parce que comme le transport maritime, c'est le berceau de l'entreprise. Hein. La logistique et les entrepôts et le transport terrestre ou aérien sont arrivés beaucoup plus tard dans l'histoire de l'entreprise. Donc, on est particulièrement attaché effectivement aux océans et à l'impact qu'on peut avoir dessus. Et donc, soucieux de cela, on met en place un certain nombre d'actions. Et d'ailleurs, on les mène dans 2 grands volets, ces actions en faveur de l'environnement. D'une part, le volet climat pour justement avec cet objectif de net zéro 2050 et donc avec finalement toute la roadmap, tous les chemins de décarbonation et de réduction de l'ensemble des gaz à effet de serre sur toute la période, mais également de réduction des pollutions, de quelque nature qu'elles soient, mer, air ou sol. Donc ça, c'est le volet réduction de notre empreinte carbone. Le choix qui a été fait par CMA-CGM, c'est celui du gaz naturel liquéfié. Et aujourd'hui, on a 20 navires qui opèrent sur les océans du monde entier avec du gaz naturel liquéfié. Certes, ça reste une énergie fossile, le gaz naturel liquéfié, on est parfaitement conscient de ça, mais l'avantage de ces navires, c'est que dès que les capacités de production et les technologies de production d'énergie d'origine bio, donc par exemple les déchets qui nous permettent de produire des biogaz, biométhane, dès que ces capacités de production seront significatives, on pourra souter ce type de carburant dans nos navires. On les appelle dual fuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent accueillir du GNL ou tous les biogaz qui apparaîtront dans les années à venir. C'est déjà le cas pour le biométhane et d'ailleurs aujourd'hui, on annonce que pour la première fois, on soute du biométhane liquéfié dans un de nos navires à Rotterdam. C'est une toute première. Jusqu'à présent, on vend à nos clients ces solutions de biométhane, mais sans
sans les sauter. On appelle ça de la garantie d'origine ou du mass balance en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, on achète ce biométhane, donc on aide aussi des filières de production de ces carburants d'origine biologique à se structurer en achetant ça et ensuite en les offrant à nos clients. Ça marche d'ailleurs, ce que vous disiez dans votre propos liminaire, qu'il y avait un boom des demandes de clients sur des produits décarbonés. Eh bien, je vous confirme que c'est le cas. C'est le cas aussi dans notre activité. Nos clients nous demandent ce type de produits, donc on les propose et jusqu'à présent, ces biométhanes étaient envoyés dans le réseau. Vous voyez, on les achète, on les vend et on les envoie dans le réseau. Donc là, aujourd'hui, on a le premier soutage de bio-GNL liquéfié. L'étape d'après, ce sera d'avoir des méthanes de synthèse. Mais là, on est encore au stade, j'ai envie de dire, expérimental. Et on a décidé de s'associer à un grand acteur de la filière, qui est Engie, et on a signé un partenariat avec eux là, ce mois-ci, en disant, si vous avez tout intérêt à développer cette nouvelle filière de production de méthane de synthèse, au passage là, on sera à 0 émission de CO2, puisque nous, on s'engage à vous acheter vos productions quand elles seront en quantité suffisante. Et on les sous-traite à ce moment-là dans les navires, à condition qu'on le liquéfie. Mais là, le bilan carbone est un peu moins bon. Donc, voilà un peu les premières solutions que l'on met en place. On est bien conscient que ce ne sont que des solutions de transition. Ce n'est pas avec ça exclusivement qu'on fera le net zéro, mais ça va y participer. De toute façon, on est convaincu qu'il y aura une palette de solutions. À titre d'exemple, on travaille aussi sur une analyse de toutes les solutions d'assistance vélique. Ça, on en parle beaucoup en ce moment-là, en ce moment. Et donc, on est en train de regarder les 5 ou 6 options possibles qui sont proposées soit par des startups, soit par des grands groupes comme Michelin, pour dire est-ce que ces solutions-là seraient adaptables aux porte-containers. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout d'imaginer déployer des voiles, refermer les voiles. Et pourtant, c'est séduisant comme solution parce que même si ça ne concerne que certaines routes, hein, suivant les vents, etc., suivant les courants, quand ça fonctionne, ça peut représenter une économie entre 10, 15, 20% éventuellement de réduction de CO2. Donc, c'est tout à fait significatif. On ne travaille pas que sur les énergies. On a aussi un travail de fond sur j'ai envie de dire, le design de nos navires, l'aérodynamisme, l'hydrodynamisme, les hélices, les bulbes, etc., qui sont autant de moyens d'assurer, là aussi, une meilleure efficience de nos navires. Et le troisième volet sur lequel on travaille beaucoup, toujours pour réduire l'empreinte carbone de ces navires, c'est travailler sur la façon dont on opère les navires. D'abord réduire la vitesse, ça a un impact très significatif, et d'ailleurs je l'ai vu dans votre rapport, mais également travailler sur l'optimisation des routes, et là on utilise beaucoup le digital, les data, etc., c'est extrêmement précieux. Donc on va faire un petit peu feu de tout bois. Sur les aspects de logistique, on travaille sur des solutions, d'abord on propose à nos clients plutôt, quand on sort des navires, plutôt du train ou des barges fluviales que la route. Parce que la route, on sait qu'avant d'avoir des camions électriques ou des camions à hydrogène, on n'est pas encore tout à fait au point avec l'autonomie suffisante pour assurer les grands trajets. Mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi avec les constructeurs sur ces options-là. Mais enfin, on est un peu dépendant de la capacité et de l'autonomie de ces véhicules de transport de containers une fois qu'ils sont sortis des navires. Donc ça, c'est le volet réduction d'empreinte carbone.
Et puis, il y a quand même un deuxième volet que je vais mentionner rapidement, parce que là, on est aussi très actif, c'est qu'on se dit, bah, justement, on opère, nous, dans un environnement naturel que sont les océans, dont on sait de mieux en mieux à quel point ils sont précieux et le carbone, mais ils le font d'autant mieux qu'ils sont préservés, qu'ils ne sont pas endommagés par les activités humaines. Et donc là, on a deux façons d'agir. D'une part, bien mesurer nos impacts. C'est pas évident parce qu'il y a peu de méthodologies pour véritablement mesurer l'impact sur la biodiversité marine de nos activités. Mais on va probablement contribuer à la mise en place d'une méthodologie dans ce domaine, hein, parce que tant qu'on n'a pas les outils pour mesurer, ben c'est difficile ensuite de voir comment agir. Ensuite, bien sûr, de réduire ces impacts quand on saura mieux les calibrer. Et puis, sans attendre ça, on participe à des programmes de régénération, que ce soit des coraux, des mangroves. On veut travailler sur les posidonies en Méditerranée parce qu'on sait qu'ils ont un pouvoir, en tout cas pour les posidonies, ils ont un pouvoir de capture de carbone 7 fois supérieur aux forêts. On parle beaucoup des forêts pour absorber du carbone, ce qui est très bien et il faut continuer bien sûr, mais il faut aussi se dire que à chaque fois qu'on a endommagé des herbiers marins, eh bien, on s'est privé de capteurs de carbone et là-dessus, le groupe a aussi envie de s'engager. Voilà en quelques mots ce que l'on fait. Et ça n'est pas récent, hein, quand je vous dis qu'on a 20 navires aujourd'hui, ils ont été commandés en 2017, ils ont au GNL, hein, ils ont une durée de vie de 25 ans. On travaille aussi sur le rétrofit, c'est-à-dire des navires existants et des navires qui fonctionnent au fuel conventionnel. Et là, on propose aussi à nos clients des biofuels qui eux aussi ont un beau succès commercial, hein, puisque ça correspond à une véritable attente. Donc, on ne s'empêche pas de travailler aussi sur bien sûr, ce qui reste quand même le gros de la flotte de navires. Merci. On va essayer de passer à un autre volet du coup de cette discussion, puisque on a tous dans cette première partie donc appris comment est-ce que les différentes filières qu'on a évoquées avaient mis en place un certain nombre d'initiatives pour pouvoir réduire leur impact carbone, mais également réduire l'impact carbone de leur supply chain. Il y a un événement incontournable de cette année 2020 qui a quand même perturbé un petit peu la donne, et on le comprend aisément, c'est bien évidemment la pandémie. Alors, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué aujourd'hui de parler climat sans passer par la case pandémie en 2020 parce que on a eu le sentiment que ça pouvait changer énormément de choses, à la fois dans les stratégies des acteurs et dans l'état global des marchés. Chefouette, j'aimerais donc revenir peut-être sur cette question-là et on essaiera de garder 5 minutes peut-être à la fin pour de potentielles questions. C'est quoi l'impact de la pandémie sur l'industrie de l'huile de palme? On a vu que en 2020, il y avait un déficit de demande pour l'huile de palme certifiée en Indonésie et en Malaisie, ce qui pouvait déplaire aux producteurs. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur cet état de fait et comment est-ce que l'industrie s'est réorganisée à cet égard? Yes, thank you very much, Antoine. Merci beaucoup, Antoine. La pandémie, bien sûr, a pris plusieurs dimensions dans nos vies. Dans le secteur de l'huile de palme, bien sûr, a été affecté. Si nous regardons les chiffres de la production d'huile de palme, après un certain déclin en 2020, nous voyons que la production a repris à nouveau et la demande a augmenté également. Si nous voyons donc les fermiers, les producteurs, les prix augmentent également et montrent que la demande pour l'huile de palme continue ou a repris en tout cas.
Et je pense que cela doit nous porter à faire attention à ce secteur. Malgré la pandémie, on peut voir que ce secteur est encore assez résilient. Les demandes continuent d'être à la hausse. Et nous devons veiller à ce que ce secteur puisse être durable. Et j'aimerais juste en quelques secondes revenir sur le point que Jane a souligné sur l'importance de la durabilité qui doit être soutenue par les parties prenantes de tout le long de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit en amont ou en aval. Et pour faire cela, il faut que nous repensions à nos manières de travailler sur ces questions. Je pense qu'il y a beaucoup de très bonnes initiatives pour les homologations. Ce qui manque souvent, c'est dans ces mécanismes complexes qui sont souvent conçus par les pays donc développés, par les pays du Nord, sans souvent la participation ou l'implication des pays du Sud qui sont plus affectés justement par ces systèmes ou ces programmes. Par exemple, RSPO a beaucoup d'aspects positifs, mais il y a également des préoccupations concernant donc la situation des petits producteurs qui veulent effectivement être plus durables, mais les mécanismes ne leur donnent pas suffisamment d'espace pour justement s'adapter à ces nouveaux mécanismes. Et dans ce sens, pour veiller à ce que ces bonnes intentions puissent avoir des programmes complets pour justement créer cette durabilité, nous devons, dans ce cas, veiller à ce qu'il y ait une participation des producteurs dans tous ces programmes. Ces mécanismes également dans les pays producteurs, donc doivent inclure les pays producteurs et les petits producteurs notamment. Il faut qu'ils puissent être impliqués dans ces processus. Le deuxième point que j'aimerais souligner, ce n'est pas simplement un problème technique. Nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de solutions aussi, mais beaucoup de ces idées ne sont pas optimales parce qu'elles sont comme enfermées dans des structures politiques ou économiques, notamment sur la question de la gouvernance, sur les questions de souveraineté et de relations internationales. C'est donc important de veiller à ce que ces mécanismes soient aussi inclusifs. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir de bonnes intentions, d'avoir de bonnes solutions techniques aussi. Il faut que tout cela soit aussi inclusif pour pouvoir inclure toutes les parties prenantes. Et ça, c'est un point qui manque souvent. Il y a beaucoup de choses qui sont très complexes, très en avance, avec beaucoup de recherches. Ce sont des programmes, des mécanismes qui sont très, très complexes, mais qui ne peuvent pas vraiment être mis en place ou
implémenté parce que beaucoup de parties prenantes sont sceptiques, ils n'ont pas été inclus dans tous ces déploiements, dans toutes ces élaborations. Donc, il faut être beaucoup plus inclusif, à mon avis. On va revenir à cela et ce point que vous venez de souligner, notamment la question participative. On en reparlera avec Jane puisque vous parlez, vous vous adressez à cette question justement. Qui va devoir nous quitter dans pas très longtemps à cause d'une obligation professionnelle juste derrière. Claire, si on continue en fait sur cette réflexion autour de la pandémie, il est évident que le secteur du transport maritime a été très très fortement impacté au regard de la situation qu'on observe encore aujourd'hui, des bateaux qui restent au large des ports sans pouvoir se décharger, des délais de livraison qui se sont rallongés. Comment est-ce qu'on fait face à ce genre de situation lorsqu'on est une entreprise qui a besoin de montrer qu'elle doit avancer sur ses objectifs climatiques? Oui, merci. Effectivement, la pandémie, ce n'était pas forcément prévu, a conduit à une explosion d'abord du commerce et donc du transport associé à ce commerce. Nous, on est simplement un acteur de la logistique. Finalement, on gère des flux multimodaux entre des producteurs et des consommateurs. Donc, explosion de la consommation, de la demande de produits venant quand même en grande partie d'Asie vers les États-Unis, d'Asie vers l'Europe. Mais pas exclusivement, ça a explosé partout. Alors, on sait que voilà, il y a eu malheureusement des modes de consommation qui ont évolué, qui sont devenus beaucoup plus digitaux d'une part, mais qui ont aussi privilégié les biens de consommation versus les biens immatériels. On sort moins, on voyage moins, on va moins au cinéma, on se cultive moins et on consomme plus. Voilà, ça c'est un élément qui a un peu explosé à la tête de tout le monde. C'est une question que tous les consommateurs du monde entier doivent se poser. Est-ce bien la bonne tendance que l'on prend? En tout cas, nous, acteurs de ces chaînes logistiques, on doit répondre à une demande qui est en effet en explosion. Mais ça n'explique pas toute la congestion portuaire que l'on observe. Il y a aussi une partie de la congestion qui est liée aux limites de capacité des infrastructures. Et donc, que ce soit les infrastructures portuaires, les infrastructures routières, ferroviaires, mais également des enjeux de main-d'œuvre. Il y a des pays dans lesquels on manque de conducteurs, d'engins, de camions, etc. En Angleterre, il manque 100 000 chauffeurs de camions. Tout ça, ça fait que les containers arrivent au port et puis ils ne sortent pas des zones douanières. Voyez. Donc, c'est bien toute la chaîne qui est impactée. Et il faut comprendre qu'elle est tellement… C'est un système, une chaîne logistique. Et donc, elle est tellement impactée par le moindre phénomène qui se répercute tout au long de la chaîne. Le troisième élément, c'est que la pandémie, c'est aussi à chaque équipage dans lequel on va trouver un cas suspect ou un cas de Covid, eh bien, tout le monde est mis en quarantaine. Dans certains pays, des ports, des terminaux sont complètement fermés dès qu'il y a un cas et tout le monde est mis en quarantaine. Et les bateaux attendent au large pendant qu'ils attendent parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il y a parfois 15 jours, voire plus d'attente en face de certains ports, ils continuent à faire tourner au ralenti, certes, mais enfin, il faut quand même, soit vous avez des conteneurs réfrigérés qu'il faut continuer à alimenter, et le paradoxe, c'est que on aurait pu se dire, bien, les bateaux vont ralentir leur vitesse parce que de toute façon, ils savent qu'il y a une file d'attente. Alors là, bizarrement, c'est pas du tout le cas, c'est l'inverse. Parce que comme il faut prendre sa place dans une liste, dans une file d'attente, d'une certaine manière, pour arriver au port, eh bien, en fait, les bateaux ont tendance à aller plus vite. Tout ça ne va pas dans le sens de réduire notre empreinte carbone, clairement. Donc,
on est à la fois tributaire de cette explosion de la consommation, mais nous, la part du travail qu'on a fait, c'est que d'abord, on a essayé de remettre de la capacité de navire. On essaye de réguler au maximum pour éviter d'accélérer les vitesses et on formule un certain nombre de propositions dans le cadre de l'ONI justement pour pouvoir mieux gérer ces files d'attente et puis pouvoir lisser un peu plus les consommations, donc la vitesse, les consommations, donc les émissions. Donc on rajoute de la capacité parce qu'on doit quand même servir nos clients. Et là récemment, on a rajouté des navires, toujours et commandé de nouveaux navires au GNL parce que ça, comme on augmente la capacité, on renouvelle aussi, on rajeunit notre flotte de navires. Ça va plutôt dans le bon sens. Donc, finalement, vous voyez, il y a des éléments qui vont dans le bon sens, donc d'autres qui sont au contraire plus perturbateurs de l'activité. On gère ça avec le maximum de doigté, mais on est, oui, soucieux d'une situation qui peut assez vite dérailler. Et notre rôle à nous, c'est de nous assurer que malgré cette situation mondiale, eh bien, on reste ferme sur les objectifs que nous nous sommes fixés, sur les engagements que nous nous sommes fixés, et on les rappelle en permanence à l'ensemble des opérationnels. C'est important de dire, voilà, on n'oublie pas nos objectifs, même dans une situation qui est un peu exceptionnelle. Merci infiniment, Claire, et vraiment un grand merci pour nous avoir rejoints. Je vous libère dès que vous voulez pour rejoindre vos obligations par ailleurs. Mais en tout cas, la transition est toute trouvée avec Jeanne également. Comment est-ce qu'on maintient cette rigueur dans la décarbonation, dans les plans de transition d'une entreprise, dans une situation où on fait face à des ruptures de chaîne d'approvisionnement, dans une situation où aussi, Chauffoine insistait sur cette idée de participation et de contact avec les parties prenantes, où on est distancé aussi avec tous les personnes avec qui on a l'habitude d'être en contact. Comment est-ce que Transition, quand elle accompagne les entreprises, gère ce genre de situation? Oui, merci pour cette question. Alors, en effet, je pense qu'il faut déjà commencer par dire que le Covid a vraiment bouleversé le paysage des chaînes d'approvisionnement mondiales avec un certain nombre de conséquences. Et je pense que c'est important de les mentionner, hein, que nous, on a pu observer puisqu'on travaille essentiellement avec des acheteurs qui ont intégré déjà en fait, les questions de sustainable sourcing dans leur pratique au quotidien. La première, bien évidemment, hein, c'est celle de la hausse des prix des matières premières qui sont liées à la fois à l'arrêt de la production, mais aussi, comme l'évoquait Claire, aux problématiques d'approvisionnement. Nous, on a certains clients qui nous ont dit avant, il fallait 1 semaine pour avoir un bateau. Maintenant, c'est 3 mois pour pouvoir le réserver. Donc ça fait notamment que pour certains acteurs de marché, et c'est ce que Claire disait un petit peu, c'est difficile de maintenir les engagements puisque alors que l'objectif était finalement de pouvoir trouver et sécuriser des sources responsables, là, dans le contexte Covid qui perdure encore aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver des sources tout court. Et en fait, c'est un peu la tendance de se dire, OK, on prend tout ce qui est possible et on voit qu'il y a, comme tu le disais tout à l'heure, Antoine, une véritable compétition pour l'accès à des ressources stratégiques. Et cette pénurie en fait, qu'on a constatée sur des volumes plutôt conventionnels, c'est-à-dire pas forcément durables, on l'a aussi constaté sur les matières premières certifiées, où là, en fait, nos clients ont été dans l'obligation d'accepter des grades de matières non certifiées pour pouvoir éviter la pénurie. Et ils ont également dû supporter des surcoûts au niveau des premiums de certification. Donc, dans le cas de l'huile de palme, on est allé sur des surcoûts qui ont triplé en fait par rapport au prix normal. Donc ça, la difficulté de tout ça, c'est que ça a entraîné pour les entreprises une nécessité en fait de substituer les achats quand il y avait des manques vers d'autres filières. Et c'est ça, cette démarche-là qu'on appelle finalement un leakage effect, ça a eu pour conséquence de reporter les impacts environnementaux qu'on avait sur certaines filières vers d'autres zones de production, d'extraction,
et les écosystèmes qui y sont liés, qui étaient jusque-là préservés. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et c'est vrai que parmi les autres impacts qu'on a constatés, et c'était bien mentionné dans votre rapport, c'est la question de la concentration vers les gros acteurs de marché qui étaient les seuls en capacité d'assurer les approvisionnements en période de Covid, ce qui fait que des plus petits acteurs qui étaient davantage vertueux, mais avec moins de moyens, ont coulé pendant cette période. Donc tout ça, pour nous, c'est aussi un risque puisque ça renforce la dépendance aux gros acteurs de marché qui étaient déjà des nodes, des goulets d'étranglement sur les chaînes. Ça renforce leur position de force et ça fait que ces acteurs ont le pouvoir en fait de refuser des demandes pour des matières premières plus durables ou de la transparence, par exemple, sur la chaîne. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que dans ce contexte, c'est un challenge pour les entreprises de sécuriser des flux responsables sur le long terme, mais on constate aussi que c'est une opportunité, le Covid, pour que les acheteurs repensent le modèle de sourcing, notamment en comprenant que la qualité de la relation fournisseur, c'est un élément qui est essentiel pour sécuriser les flux, qu'il faut sortir d'une logique de relation uniquement focalisée sur le prix pour construire de véritables partenariats focalisés sur la durabilité, l'innovation durable et considérer de nouvelles solutions. Vous parliez d'intégration verticale, ça peut en faire partie, mais pour vraiment mieux maîtriser l'amont de leur filière. L'autre solution, c'est bien évidemment considérer la diversification des sources pour essayer de réduire la dépendance à certaines filières, certains pays ou certains acteurs de marché qui ne sont pas nécessairement vertueux. Et c'est dans ce sens-là, ce que je disais tout à l'heure, que le fait de privilégier des sources circulaires ou moins impactantes devient une option qui est encore plus crédible. Et peut-être dernier point, et en effet, ça fait le lien avec ce que disait Chofouane, c'est la question de la collaboration. En fait, je pense que la question de la collaboration sur la durabilité était vraiment un sujet tabou il y a quelques années entre des entreprises concurrentes. Et aujourd'hui, elles se rendent compte en fait que ça, c'est nécessaire pour créer des effets de levier sur le marché, là où eux seuls, ils ne sont plus capables de changer la donne. Donc, c'est vraiment un changement majeur du contexte Covid, une ouverture à l'échange, au partage de bonnes pratiques, avec pour objectif vraiment cette idée de vouloir renverser les rapports de force sur le marché, de rééquilibrer les relations et puis d'essayer d'avoir un impact plus positif sur le terrain. Donc voilà, pour nous, c'est en fait un levier, tout ça pour renforcer la résilience de l'entreprise en prenant en compte vraiment au niveau opérationnel qu'on peut concilier la rentabilité économique et financière avec l'efficacité et ces questions d'avoir un meilleur impact social et environnemental. Ah, tu es en mute, Antoine. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup donc, pour ce complément et qui fait bien écho du coup à ce que racontait également Chofouane et Claire. Avant de donner la parole à Charlotte, je relève un commentaire dans le chat de la part de Nzanzu Mouli-Miroir, désolé si je prononce mal, qui rappelle aussi les problématiques de droits humains, par exemple, là en l'occurrence spécifiquement sur l'approvisionnement en métaux dans le cadre de la production, c'est du cobalt, surtout en République démocratique du Congo. Ça fait écho aux questions qu'on se posait lundi lors de la présentation du rapport en disant le climat et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi une question de droits humains. En respectant les droits humains en amont des chaînes d'approvisionnement et en améliorant les conditions socio- et environnementales et économiques de production, on donne un vrai prix aussi à la ressource. Et donc derrière, on engendre des effets de levier, on engendre des incitatifs économiques qui peuvent pousser les entreprises à faire davantage attention à leur approvisionnement et à optimiser leurs activités d'un point de vue carbone et environnemental. Donc Charlotte, une fois qu'on a dit tout ça, on a besoin d'un tas d'outils pour évaluer les stratégies des entreprises, pour évaluer les performances des filières. Quels sont les prochains projets de la World Benchmarking Alliance par rapport à ACT, mais par rapport aussi peut-être à d'autres travaux que vous menez sur les questions sociales, les questions économiques. Comment est-ce que vous voyez le futur de l'évaluation, justement comment est-ce que vous portez vos messages également auprès des entreprises sur les benchmarks que vous venez de réaliser pour leur dire il faut faire mieux dans vos engagements si vous voulez tenir vos objectifs?
Thank you so much. So to take Merci beaucoup. Donc, pour la première question par rapport à l'impact social, pour ceux qui ont pu parcourir notre travail au World Benchmarking Alliance, on se concentre sur vraiment tout notre travail sur cette transformation sociale avec le WBA. Et nous travaillons également sur ce qu'on appelle les transformations de système. Donc, pour chaque entreprise, on regarde comment ces sociétés vraiment répondent à cette question de l'impact social. Donc, cette année, nous avons travaillé sur la transition bas carbone équitable pour des communautés de travailleurs et d'autres parties prenantes qui sont impactées par la transition de haut carbone, des pratiques haut carbone, jusqu'aux pratiques bas carbone et renouvelables, qui sont en ligne avec l'accord de Paris. Donc, nous nous concentrons sur des choses très spécifiques. Donc, par exemple, est-ce que la société prend en compte toutes les parties prenantes? Est-ce qu'il y a un dialogue social avec les travailleurs pour justement mettre sur pied un plan de transition équitable? Il faudrait également voir comment ils travaillent sur la formation continuelle de ces travailleurs. Et est-ce qu'ils contribuent à la création d'emplois verts et équitables? Et est-ce qu'ils utilisent leur voix pour justement faire du lobbying avec les gouvernements et ceux qui rédigent les politiques? Est-ce qu'ils travaillent ensemble avec des réglementations y afférentes? Nous faisons cela pour toutes les sociétés et on le fait ensemble avec le World Benchmarking Alliance critères de fond qui inclut les droits humains, c'est-à-dire la prise en compte de ces droits humains, pouvoir aux employés des postes et des travails équitables et humains. Quelle est l'approche, par exemple, de la nature transparente de la taxation de ces sociétés? Donc, on travaille là-dessus et c'est au cœur de nos activités pour justement atteindre les buts de la transition carbone, pour atteindre nos objectifs qui sont inclus dans les objectifs les ODD, les objectifs du développement durable. Et il y avait aussi une question par rapport à l'activité minière. Nous ne l'avons pas encore analysée, mais nous avons un nouveau standard, une nouvelle référence, c'est-à-dire nature. Ça sera ouvert au public pour qu'ils nous fassent parvenir leurs commentaires et ça au courant de l'année 2022. Donc, suivez notre site, s'il vous plaît. Comme ça, vous pouvez donc avoir votre mot à dire pour justement mettre sur place ce nouveau critère. Mais nous avons une équipe spécifique pour examiner les droits de l'homme. Donc, suivez ça sur notre site, sur la rubrique ou sous la rubrique Corporate Human Rights. Et nous avons aussi une référence par rapport à ces droits humains du point de vue sociétal. Donc, je sais que nous n'avons pas suivi totalement l'emploi de temps, mais j'aimerais bien répondre à la question. Comment est-ce qu'on peut mettre dans nos rapports sur notre site, comment est-ce qu'on dit que les sociétés peuvent faire meilleur, mais comment est-ce qu'on donne du tempo à ces recommandations? Donc, nous faisons des coalitions collectives actives chez nous et à COP26 à Glasgow, nous avons mis sur place cette coalition active concernant la transition équitable. Donc, nous appelons ça les KICS au sein de la WBA. On fait cela par l'entremise du dialogue actif avec toutes les parties prenantes. Donc, on a travaillé avec 2 gestionnaires d'actifs, ODO, et eux, ils vont donc être les guides de cette transition. Nous allons travailler avec diverses parties prenantes dans l'écosystème pour parler des résultats, parler de la mise en place des résultats, quelles sont les actions positives nécessaires
du secteur privé. Et donc, j'espère que j'ai bien pu répondre à vos questions. Et merci beaucoup pour cette réunion. Ça faisait partie, peut-être pas de ma question, mais vous avez bien répondu. Merci beaucoup. Je remercie à tout le monde pour être là. D'avoir participé à cet événement, d'être intervenu. Je pense que vos interventions étaient très complémentaires les unes aux autres sur des sujets à chaque fois différents, mais on est parvenu en fait à aborder des étapes complémentaires des chaînes de production et de la façon dont les grandes entreprises agissent à la fois pour réduire leurs émissions sur leur propre scope, mais aussi plus largement dans leur environnement économique avec l'influence qu'elles ont. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous nous rejoindrez tout au long de la semaine pour les autres débats, les autres échanges que nous allons tenir autour des grands enseignements du rapport. Je salue également l'équipe de Climate Change donc, qui organise ces ateliers autour de nous. Chofouane, Charlotte, Jeanne, merci beaucoup. Et à vous tous qui nous avez suivis, à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Merci bien. Thank you. Merci. Merci. À bientôt.